Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais démontrer avec vous un théorème très intéressant. C'est un théorème qui concerne les suites numériques. Ça fait partie des théorèmes qui ne sont malheureusement pas vus en cours, mais qui sont extrêmement pratiques, super efficaces à la résolution de certains théorèmes, de certains exercices ou de certains problèmes. Donc, c'est le théorème de la moyenne de Césaro, dont la démonstration peut d'ailleurs être un très bon moyen, une très bonne application des définitions de la convergence et de la divergence que j'avais présentées dans de précédentes vidéos. Les amis, avant de commencer le visionnage de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette page, à activer la cloche, à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par vos likes. N'hésitez pas également, les amis, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par un cours particulier, individuel ou collectif, je vous invite à m'écrire à mon adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com. Vous trouverez le lien également, le mail en description de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, à vous inscrire à ma newsletter, puisque j'ai une newsletter dans laquelle je vous préviens de toutes mes sorties de vidéos. Je vous donne également quelques conseils d'organisation, des conseils de travail en mathématiques ou en physique-chimie. Et donc les amis, on va commencer la démonstration de cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à mettre sur pause, à essayer de démontrer par vous-même ce théorème et à me dire en commentaire si vous y arrivez. N'hésitez pas également à me dire si vous n'y arrivez pas, ou me dire a posteriori si vous avez des remarques ou des incompréhensions. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos interrogations en commentaire. Et donc, on commence la démonstration de ce théorème. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de convergence de Césaro? Donc, je vous le présente déjà. Donc, on considère une suite UN, n appartenant à n étoiles, une suite réelle, et quel que soit n appartenant à n étoiles, on définit une deuxième suite. À partir de celle-ci, c'est la suite moyenne. En gros, je vais pour Vn, j'additionne, enfin je calcule la moyenne des n premiers termes, d'accord? Donc pour calculer Vn, j'additionne, donc j'ai sigma uk, allant de 1 jusqu'à n, et je divise tout ça par n. Voilà les amis, donc ça c'est la suite Vn. Donc qu'est-ce qu'il stipule ce théorème? Ce théorème stipule que si la suite Un, qui est à l'intérieur, qui est additionnée, ici dans les termes sont additionnés pour être plus précis, si cette suite-là, le terme général de cette suite ou cette suite tend vers L c'est un réel qui appartient à R bar ça veut dire soit L appartient à R ou L est infini ou plus infini, moins l'infini ou plus infini. Donc L, R, union, moins l'infini et plus infini, d'accord? Si cette suite qui est dont les termes sont additionnés tend vers L, alors Vn, la suite moyenne ici, ou la moyenne, fameuse moyenne de Césaro, elle tend vers L également. Donc, c'est ce que je vous propose de démontrer. Donc, c'est un théorème qui est très pratique, et je vais d'ailleurs, à ce titre, je vais proposer quelques exercices. Je vais publier certaines vidéos d'exercices dans lesquels on va se baser sur ce théorème de Césaro pour arriver à une démonstration, une preuve efficace. Donc les amis, comme je l'ai dit initialement, n'hésitez pas à faire la démonstration par vous-même, en tout cas à essayer. Sinon, regardez bien ma démarche pour démontrer ce théorème. Donc évidemment, on va se baser, comme je l'ai dit en introduction, sur les définitions de la convergence et de la divergence. Mais pour être plus efficace, je vous fournis d'ores et déjà une indication, si vous voulez le faire par vous-même. Essayez de faire d'abord la démonstration pour un L qui est nul, pour L égale 0. C'est plus simple, et puis après, essayez de déduire pour L appartenant à R, ensuite traiter le K plus infini, et à partir du K plus infini, essayez de déduire le K moins l'infini. C'est ce que je vais faire. Donc ici, pour L égale à 0, d'accord? Pour L égale à 0, donc on suppose que UN tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini, c'est-à-dire la limite de UN en plus infini, c'est 0. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie alors l'existence, donc l'existence d'un rang. Donc en gros, ce que ça signifie, c'est que quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va voir? L'existence d'un rang n appartenant à n, à partir duquel
à partir duquel, donc si petit n est supérieur à n, cela signifie que la valeur absolue de un est inférieure à... Alors, soit je fais epsilon, soit je vais faire ici plus précisément epsilon sur 2. Donc vous êtes habitué à ça, je suppose. Je peux considérer epsilon sur 2. Donc, puisque ça tend vers 0, donc il existe, je prends un epsilon sur 2. Pourquoi epsilon sur 2? Parce que tout simplement, ça m'arrange pour la suite. D'accord? Pour la suite, je vais additionner, donc il me faut un epsilon sur 2 plus quelque chose. Et donc ça, effectivement, c'est très intéressant. Alors, voilà ce que ça signifie. Donc, je récapitule. Donc, L est égal à 0. Cela signifie que si l'on suppose que un tend vers 0, ça signifie que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel, en valeur absolue, un sera inférieur à epsilon sur 2. C'est normal parce que epsilon devient relativement infiniment proche de 0. Donc, peu importe la valeur de epsilon sur 2, peu importe la valeur de epsilon, puisque les termes de un s'accumulent autour de 0, ben, en valeur absolue, la valeur absolue de un, justement, sera inférieure strictement à 0. Alors, très intéressant, du coup, l'élément qui est super intéressant ici, c'est ce rang à partir duquel, eh bien, la valeur absolue de n vérifie cette condition, à savoir d'être infiniment petite, tellement petite qu'elle peut être en dessous de n'importe quel epsilon sur 2, peu importe la valeur de epsilon. Et donc, ce rang-là, n, il va m'intéresser. Pourquoi? Parce que du coup, regardez bien. On va essayer d'écrire notre suite Vn. Donc, on a, pour petit n, strictement supérieur à 0, qu'est-ce qu'on a? On a Vn égale à 1 sur n fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n de uk. Souvenez-vous, ça c'est la moyenne de ces arrows. Donc, les n premiers termes. Très bien. Alors, le terme de tout à l'heure, le rang à partir duquel la valeur absolue de n est inférieure strictement à epsilon sur 2. Donc, bien sûr ici, évidemment, les amis, dès le départ, on va dire, on va supposer que epsilon, soit epsilon strictement supérieur à 0, hein. Donc, soit epsilon strictement supérieur à 0, tout ce qui va suivre, tout le développement qui va suivre, il sera en fonction de cet epsilon. Donc, il sera valable, peu importe epsilon. Donc revenons ici, donc on va essayer de dispatcher, c'est-à-dire comme c'est une somme en fait qui est jusqu'à n tend vers plus infini, n'est-ce pas? Donc on va écrire cette somme sous la forme, la somme de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de uk, n, grand N c'est le rang de tout à l'heure, plus la somme de k allant de n jusqu'à petit n. D'accord? Donc j'ai écrit Vn sous la forme de cette somme-là. Très bien, ok. Donc cela signifie que Vn s'écrit sous la forme 1 sur n fois sigma k allant de 1 jusqu'à grand N moins 1, uk, plus 1 sur n fois sigma k allant de grand N jusqu'à petit n de uk. Ça, c'est Vn. Ok, très bien. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut démontrer? Donc, souvenez-vous les amis, le théorème de César nous dit que si un tend vers 0 ici, en l'occurrence, on doit prouver que Vn également tend vers 0. J'ai pris ce premier cas. Donc, je dois démontrer que la valeur, maintenant que j'ai choisi un epsilon strictement supérieur à 0, n'est-ce pas? Je dois démontrer que il existe un rang à partir duquel la valeur absolue de Vn est inférieure strictement à epsilon. Donc, remarquons que lorsqu'on fait la valeur absolue de Vn, or, la valeur absolue de Vn, ça revient à faire quoi? Ça revient à faire la valeur absolue de 1 sur n fois sigma k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de uk, plus 1 sur n fois sigma k allant de n jusqu'à petit n de uk. D'accord? J'ai simplement remplacé Vn par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire cette somme-là. D'accord? Très bien. Ok. Et là, on va utiliser ce qu'on va appeler l'inégalité triangulaire. Alors, l'inégalité triangulaire, c'est quoi? C'est très simple. C'est que la somme de A plus B, en valeur absolue, est inférieure à la valeur absolue de A, plus la valeur absolue de B, en fait. D'accord? C'est ça l'inégalité triangulaire. Pour des réels, c'est exactement ça. Donc, la valeur absolue du coup de... Alors, évidemment, ici... Alors, je ne l'ai pas précisé, mais ça c'est valable pour petit n strictement supérieur à grand N. Hein. D'accord? Donc, pour
parce qu'effectivement, vous voyez bien que grand N est un rang intermédiaire. Hein. Pour petit n qui est supérieur strictement à grand N, ici aussi, hein, la valeur absolue de Vn est inférieure du coup à la valeur absolue des deux termes ici qui composent, aux valeurs absolues, la somme des valeurs absolues des deux termes qui composent Vn. Donc en l'occurrence, 1 sur n fois sigma k allant de 1 jusqu'à grand N moins 1, uk, plus le deuxième terme, c'est pareil, valeur absolue de 1 sur n fois sigma k allant de grand N jusqu'à petit n de uk. Donc la valeur absolue de Vn est inférieure à ça. Très bien. Évidemment, le 1 sur n est positif ici, donc on peut le faire sortir. Donc c'est comme si j'avais ça, la valeur absolue de Vn pour petit n supérieur strictement à n, à grand N, le rang de tout à l'heure, inférieur à 1 sur n fois la valeur absolue de sigma k allant de 1 jusqu'à grand N moins 1 de uk. Et ici, plus 1 sur n fois la valeur absolue de sigma k allant de grand N jusqu'à petit n de uk. Ok? Très bien. Parfait. Ok. Alors, ici, soyez vigilants les amis, parce que ici on a considéré que petit n était supérieur à grand N. C'est pour une raison autre que le fait que petit n tend vers plus infini, c'est que justement on va pouvoir appliquer ce qu'on a posé au début. On a posé au début, le grand N c'était le rang. Ce grand N là c'était le rang à partir duquel la valeur absolue de Un devient inférieure à epsilon sur 2. Donc ici, pour tous les uk qui sont dans cette somme, petit k il est par essence supérieur ou égal à n, n'est-ce pas? Donc on a un, u grand N est supérieur, en valeur absolue, pardon, est inférieur à epsilon sur 2. D'accord? Alors, hop. Ça c'est inférieur à epsilon sur 2. Un plus 1, inférieur à epsilon sur 2, etc., jusqu'à arriver à la valeur absolue de un, petit n, qui est inférieur aussi à epsilon sur 2, n'est-ce pas? Ok, donc si on applique l'inégalité triangulaire cette fois-ci au deuxième terme, alors je vais bien détailler dans cette vidéo la démonstration, je ne vais pas faire comme certains qui passent rapidement sur certaines choses, parce que je suis conscient que beaucoup d'élèves sont un petit peu perdus dès lors qu'on va vite, quoi. Donc, vous voyez bien ici, 1 sur n, ce deuxième terme ici, 1 sur n fois la valeur absolue de sigma k allant de n jusqu'à petit n de uk, est inférieur à quoi? Eh bien, ça c'est inférieur à quoi? Déjà, c'est inférieur à 1 sur n, sigma des valeurs absolues de uk, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est l'inégalité triangulaire appliquée à cette deuxième somme. D'accord? La somme, la valeur absolue de la somme est inférieure à la somme des valeurs absolues. Et comme ici, chacun des uk en valeur absolue est inférieur à epsilon sur 2, ça signifie que ça, c'est inférieur à 1 sur n, epsilon sur 2, epsilon sur 2, epsilon sur 2. C'est comme si vous aviez epsilon sur 2, que vous additionniez n, alors c'est combien de fois ici? C'est petit n, le dernier rang, moins grand n, d'accord? Plus 1. Ok? Le nombre de fois. Donc, fois. D'accord? Donc, du coup, ça, c'est inférieur, du coup, à quoi? À petit n moins grand n plus 1 fois epsilon sur 2. Donc, divisé par petit n, epsilon sur 2. D'accord? Donc, ça, c'est le nombre de fois epsilon sur 2. Comme je multiplie par ailleurs par 1 sur n, on obtient ça. Est-ce que c'est clair, les amis? Donc, le deuxième terme ici que je vais entourer en rouge, c'est celui-ci qui est inférieur à petit n moins grand n plus 1 sur n fois epsilon sur 2. D'où, donc les amis, la valeur absolue de Vn, du coup, pour petit n supérieur strictement au rang grand n, la valeur absolue de Vn ici est inférieure ou égale à 1 sur n fois sigma en valeur absolue, évidemment, n'oubliez pas, k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de uk, plus petit n moins grand n plus 1 sur petit n fois epsilon sur 2. Hein? Voilà, donc j'ai simplement repris ça.
j'ai gardé ce premier terme et ce deuxième terme, je l'ai majoré par ce que je viens de trouver. Ok, ok, très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Alors, vous êtes d'accord les amis, ça c'est un réel positif, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose qui varie, parce que grand N, c'est un rang qui est fixe. Donc, le terme, la valeur absolue de sigma k allant de 1 jusqu'à grand N moins 1 uk est un réel positif de surcroît, peu importe qu'il soit positif ou négatif de toute façon, puisqu'on le divise, on divise ce réel par n. Donc, si je fais 1 sur n, je multiplie 1 sur n fois ce réel-là, k allant de 1 jusqu'à grand N moins 1 uk, ça tend vers, lorsque petit n tend vers l'infini, ça tend vers 0, n'est-ce pas? Ça tend vers 0. Donc, à partir d'un certain rang, et là j'applique la définition encore, à partir d'un certain rang que je vais appeler, à partir d'un certain rang grand M, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ce 1 sur n fois la valeur absolue de sigma k allant de 1 jusqu'à grand N moins 1 uk est inférieur à epsilon sur 2, n'est-ce pas? Il existe un rang à partir duquel ça c'est inférieur à epsilon sur 2. Ok les amis. Donc, alors du coup, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, si on prend, si petit n est supérieur, si petit n, d'accord? L'entier naturel n est supérieur au maximum de grand N, le rang que j'ai vu initialement, d'accord, celui-ci, n, grand N, et grand N, ça veut dire qu'il est forcément supérieur aux 2, puisqu'il est supérieur au maximum des deux. Si petit n est supérieur à ça, donc la valeur absolue de un, de Vn plutôt, la valeur absolue de Vn, alors, la valeur absolue de Vn est inférieure ou égale, donc ça, ce premier terme, il tend vers 0, donc j'ai dit, comme petit n est supérieur à m, puisqu'il est supérieur au max, donc ça c'est inférieur à epsilon sur 2, donc ça c'est inférieur à epsilon sur 2, et le deuxième terme, de toute façon, c'est quoi? C'est petit n moins grand n plus 1 sur petit n, n'est-ce pas? Donc, ça pareil, c'est inférieur à epsilon sur 2, n'est-ce pas? Donc, je vais l'écrire et je vais l'expliquer par la suite. Donc, plus petit n moins grand n plus 1 sur petit n, d'accord, fois epsilon sur 2. D'accord? Et ça, de toute façon, ce truc, il est comment? Ce truc-là, il est inférieur à 1 en fait. Hein? Regardez, moins n plus 1, ça c'est inférieur à 1, pardon, ça c'est inférieur à 1, pourquoi? Parce que tout simplement, n est supérieur à 1. C'est facile, hein? Regardez, n est supérieur à 1, le rang n, grand n est supérieur à 1, donc si vous faites moins n, si vous faites moins n plus 1, donc 1 moins n, bon, facile, hein? 0 est supérieur à 1 moins n, vous rajoutez petit n de chaque côté, ça vous fait petit n moins n plus 1. Et vous divisez ce truc par n, ça fait inférieur à 1, d'accord? Donc du coup, comme ça c'est inférieur à 1, j'obtiens que la valeur absolue de Vn est inférieure dans ce cas, epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, et donc que la valeur absolue de Vn est inférieure ou égale à epsilon. Donc, je suis parti, j'ai pris un epsilon au hasard, un epsilon dès le départ j'ai pris au hasard, j'ai trouvé un rang à partir duquel la valeur absolue de Vn est inférieure à epsilon, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Par conséquent, Vn, la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn, qui est la moyenne des n premiers termes de Un, est égale à 0 aussi. Donc le théorème de Césaro s'applique si la limite est égale à 0. C'est-à-dire que si Un est égal tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini, la suite moyenne de ces n premiers termes, des n premiers termes de Un, tend également vers 0. Ça c'est la première chose. N'hésitez pas à me dire les amis si ce premier cas est clair. Alors,
Le théorème de Césaro, maintenant, est démontré pour petit l égale 0. Maintenant, le cas où L appartient à R, pas forcément 0. Alors, K, L appartient à R. K, L appartient à R. Eh bien, assez facile, hein. On applique. Alors, dans ce cas, vous êtes d'accord avec moi, la suite UN moins L, d'accord, UN moins L, N appartenant à N étoile, cette suite-là, tend vers 0, d'accord. En gros, si la limite lorsque n tend vers plus infini de UN est égale à L, alors la limite de UN moins L tend vers 0. Donc je vais appliquer le théorème de Césaro à sigma de UK moins L, tout simplement. D'accord? Donc, d'après le premier cas, je peux affirmer que la somme de quoi? De UK moins L, K allant de 1 jusqu'à petit n, lorsque petit n tend vers l'infini, ça tend vers 0 aussi, n'est-ce pas? Or, ça signifie quoi? Donc, or, sigma UK moins L, K allant de 1 jusqu'à petit n, c'est quoi? C'est sigma. Ah, bien sûr, attention, hein, j'ai oublié ici, c'est 1 sur n, hein, c'est une moyenne. Hop, petite erreur. Donc, ici, du coup, c'est quoi ça? C'est 1 sur n fois sigma k allant de 1 jusqu'à n uk, moins 1 sur n sigma l k allant de 1 jusqu'à n. Alors, c'est 1 sur n sigma k allant de 1 jusqu'à n uk. Bah, ça, de toute façon, je peux remplacer ça par Vn, n'est-ce pas? Ça, c'est la moyenne des n premiers termes de uk, donc je peux remplacer ça par Vn. Et le deuxième terme, c'est comme si vous additionniez L plus L plus L n fois, ça nous fait le 1 sur n qui est ici fois nl, tout simplement. Donc vous simplifiez par petit n, et donc c'est Vn moins L en fait. Donc du coup, comme je sais que Vn moins L tend vers 0, comme Vn moins L tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini, ou autrement dit, comme la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn moins L est égale à 0, alors j'en déduis que la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn est égale à n. Donc, j'ai prouvé que si la limite de un tend vers L quelconque, bah, la Vn tend vers L également. D'accord? Donc j'ai employé le premier cas, le cas L égale à 0, pour démontrer le cas général lorsque un tend vers L, qui n'est pas forcément nul, tout simplement considérant la suite un moins L. Donc ça, c'est la première partie. Certains d'entre vous seraient tentés d'arrêter là, mais en fait, les amis, n'oubliez pas, on n'a pas fini encore. On n'a pas démontré deux cas très intéressants. Bah, le cas plus infini, est-ce que ça fonctionne lorsque petit l est égal à plus infini? Lorsque un tend vers l'infini, est-ce que la moyenne de Césaro tend également vers plus infini? C'est ce qu'on va voir. Donc, troisième cas. KL égale à plus l'infini. Alors, si petit l est égal à plus l'infini, si petit l est égal à plus infini, donc on va prouvons que dans ce cas également, la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn est égale aussi à plus infini. Ok, donc là, on va devoir employer aussi la définition de la divergence vers plus infini. J'ai publié également la vidéo qui présente la définition à l'aide d'epsilon formelle de la divergence du suite vers l'infini, que je vous invite à aller voir. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo si ça vous intéresse ou si vous voulez réviser cette partie. Donc, soit on va considérer un réel positif. Alors, comme la suite UN, n appartenant à n étoile, tend vers plus infini, ça signifie qu'il existe un rang grand N, d'accord? Il existe un rang grand N à partir duquel les termes de la suite sont supérieurs. Les termes de la suite
sont supérieurs. Tout à l'heure, les amis, j'ai fait epsilon sur 2. Maintenant, je vais faire 2a. Pareil, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Vous pouvez faire a, mais après, vous vous rendez compte effectivement que ça aurait été plus intéressant de choisir 2a. Comme tout à l'heure, j'ai pris epsilon sur 2, mais vous pouvez très bien, dès le départ, considérer que c'est inférieur à epsilon. Cependant, vous allez vous retrouver avec une expression à la fin inférieure à 2 epsilon. Donc c'est un petit peu embêtant, d'un point de vue esthétique surtout. Donc vous pouvez, a posteriori, modifier et mettre epsilon sur 2. Donc, moi je connais bien la démonstration, c'est pour ça que je mets 2a directement d'emblée, mais vous pouvez le faire avec a et puis après vous rendre compte que, tiens, finalement, je trouve que la valeur absolue de Vn est supérieure à 2a, et moi je voudrais bien que ce soit supérieur strictement à a. Je ne sais pas si ce propos est clair, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez des interrogations, j'essaierai de d'éclaircir cette partie, peut-être en commentaire si vous avez des questions. Donc, ok, revenons à notre prose, à notre rédaction. Si A est strictement positif, la suite UN tend vers l'infini, donc il existe forcément un rang à partir duquel les termes UN vont dépasser 2A. Évidemment, puisque A va tendre vers l'infini, donc les termes à terme, sans vouloir faire de jeu de mots, de la suite vont être autour d'un nombre infini. Donc ça va forcément dépasser 2A. Les termes vont s'accumuler sur un intervalle qui sera à l'évidence supérieur à 2A. Donc, comme tout à l'heure, ce terme, n'oubliez pas, je l'ai appelé encore une fois grand N. Donc, comment est-ce que je peux exprimer Vn? Je vais faire exactement comme tout à l'heure. Vn s'exprime ici pareil. Comme c'est 1 sur n sigma k allant de 1 jusqu'à petit n de uk, des termes uk, je vais séparer comme tout à l'heure cette somme k allant de 1 jusqu'à n-1 de uk plus la somme k allant de n jusqu'à petit n de uk. Ok? Très bien. Très bien, très bien. Donc, alors, ici, très intéressant. C'est encore plus facile que tout à l'heure parce que pour tous les termes de uk en fait qui sont supérieurs, pour les termes de uk qui sont entre n, grand N et petit n, je sais que les termes de uk, ces termes uk sont supérieurs à 2a, n'est-ce pas? Donc chacun des uk, donc un est supérieur à 2a, un plus 1 est supérieur à 2a, jusqu'à petit un supérieur à 2a. Donc si j'additionne tous ces termes de gauche, de grand N jusqu'à petit n, j'obtiens tout ça, cette somme, elle sera supérieure à quoi? Elle sera supérieure à combien de fois? De petit n moins grand N plus 1 fois 2a, n'est-ce pas? Bien sûr, n'oubliez pas, ça il faut diviser par n par la suite, mais 2 fois 2a. Donc, je sais d'emblée que la valeur absolue de Vn, enfin, même pas de valeur absolue, juste Vn, est supérieure à 1 sur n fois sigma uk k allant de 1 jusqu'à grand N moins 1 plus 1 sur n, n'oubliez pas le 1 sur n, et chacun des uk étant supérieur à 2a, donc on a tout ça, c'est supérieur à petit n moins grand N plus 1 fois 2a. D'accord? Ok. Et comme tout à l'heure, on va essayer d'analyser ces termes de droite ici, dont Vn est supérieur. Donc d'abord, 1 sur petit n fois sigma k allant de 1 jusqu'à grand N moins 1, pareil. Ça c'est quoi? Ça tend vers quoi en fait? Ça c'est un réel que je divise par petit n, donc ça tend vers 0, n'est-ce pas? Donc ça tend vers 0. Et donc, puisqu'il tend vers 0, ça veut dire qu'à terme, il existe un rang à partir duquel les termes de cette expression seront accumulés autour de 0, donc infiniment proche de 0. Tend vers 0 et donc est supérieur, ce terme est supérieur à moins a sur 2. Bah oui, évidemment, moins a sur 2, c'est un truc négatif, donc il existe un rang à partir duquel forcément tous les termes de la suite ici que j'ai décrit seront supérieurs à moins a sur 2. À partir d'un certain rang que je vais appeler par exemple M, M1, M', à partir d'un certain rang grand M1. D'accord?
Ok, donc ça, j'ai réglé ce truc. Ça, c'est supérieur à un moins a sur 2 à partir d'un certain rang. Maintenant, préoccupons-nous de la deuxième partie de la somme de droite. Donc, si vous voulez, le truc là, le 1 sur n, 1 sur petit n, fois petit n moins grand n plus 1, ici, là, tend vers quoi ça? Ça tend vers quoi? Alors, n'oublions pas le 2, on va garder a, mais gardons le 2 aussi. Le a, on ne le prend pas, mais prenons 2, ça est divisé par n. Donc, ça tend vers quoi? Tend vers quoi? Ça tend vers 2, n'est-ce pas? Parce que, regardez, c'est 2 facteurs de n moins grand n plus 1 sur petit n. Alors, vous allez me dire, oui, petit n sur divisé. Donc, je vais séparer. Si vous faites 2 facteurs de 1 moins, ou plutôt plus, moins n plus 1 sur petit n, comme ça tend vers 0, n'est-ce pas? 2 fois 1, ça fait 2. Donc, ce truc tend vers 2, en plus infini, n'est-ce pas? Ça tend vers 2. Donc, je dois essayer de neutraliser toute expression de petit n, en fait. C'est pour ça que j'ai isolé le petit a, je m'en fous de la présence de grand A. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir majorer le 1 sur n fois n moins n fois n petit n moins grand n plus 1 fois 2. Ce truc-là, je dois le majorer à partir d'un certain rang. Donc, je sais que ça tend vers 2. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il existe un rang à partir duquel, donc tend vers 0, donc est supérieur à 3 demi à partir d'un certain rang. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 3 demi à partir d'un certain rang? Alors, supérieur à 3 demi, pourquoi? Parce que ça m'arrange. Si ça c'est supérieur à 3 demi, ça veut dire que ça va être supérieur à 3 demi plus a. Et comme tout à l'heure, j'ai trouvé un a sur 2, un moins a sur 2, vous voyez, je veux faire apparaître un 3 demi a moins a sur 2, qui va me faire 2 sur 2a, ça fait a. Mais bon, ça c'est, pour le comprendre, il faut le faire avec un a normal, et vous allez trouver un truc, et vous allez ensuite bidouiller pour trouver, enfin pour choisir les bonnes valeurs. Ici j'ai choisi 3 demi. Vous allez voir par la suite pourquoi, parce que ça va me donner pile supérieur à A. C'est pour ça que je choisis exactement ce terme-là. Mais évidemment, dans l'absolu, c'est vrai, hein, parce que comme ça tend vers 2, 3 demi c'est quoi? C'est 1,5. Donc, puisque ça tend vers 2, il existe forcément un rang à partir duquel, en fait, tous les termes de UN seront supérieurs à 1,5, à 3 sur 2. Puisque ça tend vers 2, ça veut dire qu'à terme, tous les termes, il y aura une infinité de termes accumulés à une distance infiniment petite par rapport à 2. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la convergence ou la divergence ou la limite, la notion de limite en général. Donc, est supérieur à partir d'un certain rang, je vais l'appeler M2, d'accord? Ok. Donc, par conséquent, si petit n est supérieur au maximum, alors prenons le max, de grand n, c'est le premier rang qu'on a défini. AM1 et AM2. Imaginez, petit n est supérieur au maximum des 3. Ça veut dire que petit n est théoriquement supérieur au 3. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous avez? On a Vn supérieur. Donc, puisqu'on est supérieur à M1, ça veut dire que ce truc, il est supérieur à quoi? Il est supérieur à moins A sur 2. Donc là, on est supérieur à moins A sur 2. Puisque petit n, le rang petit n est supérieur à M2, ça signifie que ça est supérieur à quoi? Est supérieur à 3 demi. Donc 3 demi, n'oubliez pas qu'il y a un A ici, donc ça fait 3 demi A. Donc à partir de ce rang que je viens de trouver, que je viens de construire intelligemment, je trouve Vn est supérieur à 3 demi A moins A demi, ça fait, A sur 2, ça fait 3 moins 1, ça fait 2 sur 2, ça fait A. Voilà les amis. Donc je suis parti d'un élément A, un nombre réel positif A, et j'ai pu construire un rang, j'ai pu trouver un rang N, un rang maximum, enfin c'est le fameux maximum de grand N, M1, M2, en tout cas un rang quelconque, à partir duquel la valeur absolue de Vn est strictement supérieure à ce A là,
Et ça, c'est exactement la définition de la divergence. Donc, la limite lorsque petit n tend vers plus infini de Vn également est plus infini. Qu'est-ce que je viens de démontrer, les amis? Je viens de démontrer que si un tend vers l'infini, alors la moyenne de Césaro de un tend également vers l'infini. Le dernier cas, je pense que vous avez deviné comment démontrer ce dernier cas. K, L égale à moins l'infini. Si la limite de un est égale à moins l'infini, comment on va faire? On applique le précédent résultat, en fait, à quoi? À moins un. On applique le cas, ou le résultat du cas précédent, à la suite, moins n appartenant à n étoile. En gros, comme un tend vers plus infini, moins l'infini, pardon, moins un, ça va tendre vers plus infini. Appliquez le théorème de Césaro sur moins un, donc la moyenne de Césaro appliquée à moins un tend vers plus infini, et donc vous déduisez que ça tend également vers moins l'infini. Voilà les amis, j'espère que le propos a été clair. Ça nécessite effectivement cet exercice nécessite d'être fait et refait. N'hésitez pas à le refaire par vous-même. C'est très important que ces notions de limite, avec des définitions rigoureuses, avec des epsilon, des rangs, etc., soient maîtrisées, parce que ça permet de faire énormément de choses, d'aller dans un niveau au-dessus, dans l'abstraction. Il faut vraiment maîtriser ces méthodes de raisonnement. Le théorème de Césaro est un théorème très important. Ça n'est pas la première ça n'est pas la dernière vidéo là-dessus, donc comme je vous l'ai promis, je vais publier d'autres vidéos. On va utiliser cette fois-ci ce théorème pour résoudre des exercices très intéressants. N'hésitez pas les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez compris, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à en parler autour de vous, à liker, partager, commenter, à la faire vivre par vos commentaires et par vos likes, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, à m'écrire à mounir.cours en particulier @gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers individuels ou collectifs, ou par des stages de remise à niveau ou d'approfondissement mathématique en physique-chimie. Et puis les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.